Bonjour à tous. Pour ce cours de quatrième, nous allons aborder les notions de modélisation des atomes et des molécules. Ce cours se divisera en deux parties et nous compléterons la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Atomes, molécules, modéliser, Kezako. Nous allons donc aborder ces trois principales notions au cours de cette vidéo. Première partie, les atomes. Donc la question légitime, c'est qu'est-ce qu'un atome? Alors pour répondre à cette question, je vous ai trouvé une petite définition assez simpliste. Un atome est la brique élémentaire qui constitue toute matière. Alors, j'ai bien mis entre guillemets brique et il faut avoir dans votre esprit un petit peu comme la brique du fameux jeu de construction qui va sûrement vous rappeler des souvenirs de votre enfance. Un atome, c'est cette toute petite brique élémentaire à partir de laquelle on va pouvoir construire d'autres choses. Donc on retient bien qu'un atome, c'est une brique élémentaire qui va constituer toute matière. Et quand je parle de matière, que cette matière soit solide, liquide ou gazeuse, elle sera composée d'atomes. Mais on va voir ça plus en détail. Alors, avant d'aborder les atomes en détail, on va faire un tout petit peu d'histoire. Alors, cette notion d'atome, on peut dire qu'elle démarre au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Leucippe et son disciple Démocrite. Alors, 5 siècles avant Jésus-Christ, ces deux personnages historiques se posaient déjà la question de quoi était constituée la matière. Et à cette époque, il y avait énormément de philosophes et eux faisaient partie de cette mouvance de philosophes et ils se sont posé la question, mais la matière est faite de quoi? Alors, pour déterminer ça, ils ont pris un vase, ils l'ont cassé, puis recassé, puis recassé, puis recassé, et arrivé à un moment, ils se sont rendus compte que ce vase, à force de le casser, on arrivait à un moment où on n'arrivait plus à casser et on obtenait des petits grains. Et donc ces petits grains, en fait, c'était des particules, et ils se sont rendus compte que ces particules, en fait, elles étaient incassables et qu'elles étaient séparées de vide. Donc ils ont émis l'hypothèse que la matière était constituée de petits grains. Donc cette idée de matière composée de petits grains va tomber un petit peu aux oubliettes et va ressurgir à partir du XVIIIe siècle avec notamment un grand nombre de chimistes qui d'ailleurs ont énormément contribué. C'est le siècle où vraiment la chimie a fait son boom. Et j'ai mis Lavoisier, puisque Lavoisier, on en a déjà parlé, c'est le père de la chimie moderne, c'est comme ça qu'on le nomme. Mais pas que, il y avait Lavoisier et d'autres qui se sont énormément intéressés au gaz qui constitue l'air et se sont rendus compte que, bizarrement, la matière, elle était constituée de certaines choses. C'est en 1802, avec John Dalton, qui a remis cette idée de matière composée de petits grains, et d'ailleurs c'est lui le premier à introduire le mot atome dans cette notion de petits grains. Alors John Dalton, petite parenthèse, ça vient de son nom, le daltonisme, puisqu'il s'était rendu compte qu'il avait ce problème-là en choisissant sa tenue de cérémonie, et il s'était rendu compte qu'il ne voyait pas les couleurs comme les autres. Donc c'est aussi en 1802 qu'on a découvert le daltonisme. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Ensuite, alors si on continue, j'ai également mis en Dimitri Mendeleïev en 1869. Alors, sans le savoir, vous le connaissez. Alors, je m'explique. Dimitri Mendeleïev, d'origine russe, a classé en fait ces différents atomes selon des critères bien précis. J'en parlerai pas au cours de ce cours puisque c'est des choses que vous allez aborder ultérieurement. Donc, Dimitri Mendeleïev, il a réussi à classer les atomes selon certains critères et ça donne ce tableau-là. Alors en fait, vous ne connaissez pas ce tableau-là, mais vous connaissez plutôt ce tableau-là, le tableau périodique des éléments chimiques, et ce tableau-là, vous êtes nombreux dans chacune des classes dont j'ai l'honneur d'enseigner, vous êtes tous à me poser l'action, mais monsieur, quel est ce tableau qui est
affiché dans la salle de classe. Et ce tableau, c'est le tableau périodique des éléments qui recense tous les atomes. Donc on va en parler un petit peu plus tard de ce tableau. Alors, l'étude des atomes ne s'arrête pas en 1869. Au cours du 19e et 20e siècle, il y a aussi un grand nombre de chercheurs qui ont continué à travailler sur l'atome, à essayer de découvrir de quoi il était constitué, etc. Mais pour notre cours, je m'arrêterai à Mendeleïev. Je vous laisserai le plaisir de voir ces grands scientifiques au cours de vos prochaines années d'études. Vous reconnaissez sûrement peut-être celui le plus connu, Albert Einstein, avec sa fameuse formule E égale mc2. Alors, les atomes. Quelle est la taille d'un atome? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On sait que c'est petit, mais petit comment? Alors, pour comprendre la taille d'un atome, ce que je vous propose, c'est de démarrer de l'ordre de grandeur d'un être humain. Donc, l'ordre de grandeur d'un être humain, c'est le mètre, ou en écriture scientifique 10 puissance 0 mètre. Et on va descendre petit à petit. Alors, si on prend l'élément suivant, donc la fourmi, elle fait 0,01 mètre, donc le centimètre, son ordre de grandeur c'est le centimètre, ou 10-2 mètres, et la fourmi est 100 fois plus petite que l'être humain. Donc déjà, on commence à sentir un peu les choses. Alors ensuite, l'élément suivant, c'est un cheveu. Alors un cheveu, ça fait 0,0001 mètre, ou 10-4 mètres, et un cheveu, c'est 10 000 fois plus petit qu'un être humain, à l'ordre de grandeur. Ensuite, on continue. Si on prend les bactéries, donc les bactéries, c'est 0,00001 mètre ou 10-6 mètres. Et une bactérie, c'est 1 million de fois plus petit qu'un être humain. On descend encore plus petit, les virus. Alors, un virus, c'est 0,0000001 mètre ou 10-8 mètres. Et un virus, déjà, c'est 100 millions de fois plus petit qu'un être humain. On descend encore plus petit, et là on arrive à ce qui nous intéresse, les atomes. Alors les atomes, eux, sont de l'ordre de grandeur, ont à peu près une taille de 0,000000001 mètre ou 10-10 mètres. Et donc un atome, c'est 10 milliards de fois plus petit qu'un être humain. Donc on se rend compte que c'est vraiment très petit. Alors on continue, donc le symbole des atomes. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du tableau périodique de Dimitri Mendeleïev, et ce tableau périodique, il est classé d'une certaine façon avec un ensemble d'éléments. On appelle ça les éléments chimiques. Et on voit, c'est des lettres et on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Alors, si je prends par exemple l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est le premier élément à gauche. L'hydrogène, c'est un atome. Et cet atome, en fait, on ne va pas écrire, les chimistes sont un petit peu défainéants, vous le savez tous maintenant, je vous l'ai déjà dit. Donc l'hydrogène, en fait, les chimistes vont le représenter par un symbole. Et en fait, le symbole de l'hydrogène, alors pardon, il y a l'hydrogène, on va prendre comme exemple l'hélium, l'oxygène, l'azote. Donc je reviens sur l'hydrogène. Donc l'hydrogène, l'élément, cet élément chimique, donc cet atome, l'hydrogène va être représenté, son symbole, ça va être un grand H. Alors la règle est la suivante, on prendra toujours la première lettre du nom en majuscule. Mais sauf que là on se retrouve face à un problème. Nous avons l'hélium. Hydrogène commence par un H, hélium commence par un H. Alors comment on va faire pour les distinguer? Et bien ce qu'on va faire, c'est que à l'hélium, on va mettre la deuxième lettre du mot hélium, sauf que la deuxième lettre sera toujours en minuscule. Ensuite on continue. Oxygène, à votre avis, ce sera quoi? Facile, hein? L'oxygène, ce sera un O. Alors petit piège, l'azote, ce ne sera pas un A, ce sera un N. Alors N pour nitrogène. Donc
grand N pour azote. C'est le petit piège, mais bon, il suffit de le dire une fois et normalement c'est retenu. Ok? Allez, on continue. Alors, les atomes. On a vu que les atomes étaient extrêmement petits. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut observer les atomes? Alors, est-ce que si je prends un microscope, donc vous êtes d'accord que d'habitude on prend des microscopes pour voir des choses petites. Mais si je prends un microscope, est-ce que je suis en mesure de voir quelque chose qui est 10 milliards de fois plus petit que l'être humain? Et bien la réponse est malheureusement non. Alors en fait, je tempère mes propos. Il y a, dans les années 80, il y a deux scientifiques qui travaillent pour IBM, je ne me souviens plus trop du nom, mais c'est une information qu'on peut retrouver, qui ont inventé un microscope à effet tunnel qui a réussi, c'est pour ça que je dis je tempère mes mots, ils ont réussi à avoir une image assez floue de la surface des atomes. Alors, c'est pas une image précise, mais ça a permis d'avoir une idée. Donc la réponse, c'est malheureusement, on ne peut pas observer les atomes, mais il faut bien qu'on comprenne. Alors pour comprendre, ça m'amène à la suite, on a dû modéliser les atomes. Alors vous allez me dire, ouais mais monsieur, vous nous parlez de modéliser, mais qu'est-ce que ça veut dire modéliser? On y arrive. Alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Alors le modèle, c'est pas le modèle que vous pouvez avoir l'esprit, le modèle qu'on peut avoir, oui, c'est un modèle, c'est un exemple. Non, je vous l'ai toujours dit, la langue française est une langue très riche et un mot peut avoir différentes définitions. Alors, je vous ai trouvé une définition assez simple. Donc, un modèle au sens des sciences, parce que les modèles, on peut les trouver en physique, en chimie, en SVT, en maths, en technologie. Un modèle est une représentation simplifiée d'un phénomène physique permettant de reproduire son fonctionnement, de l'analyser, de l'expliquer et d'en prédire certains aspects. Donc, grosso modo, un modèle, c'est une représentation, très souvent graphique, qui permet de représenter des choses, des phénomènes physiques qui peuvent être très complexes. Et alors, on va le voir. Alors, très complexes, ou même des choses, comme dans notre cas, des choses qui sont pour nous invisibles à l'œil nu. Donc, il faut bien qu'on explique les choses, donc il faut bien qu'on trouve des moyens pour expliquer, pour faire comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé pour modéliser les atomes? Eh ben, on a décidé que, par exemple, pour le carbone, on allait représenter un atome de carbone par une sphère noire. Pas très compliqué, hein? Donc le carbone qu'on ne peut pas avoir à l'œil nu, pour le représenter, on fera une boule coloriée en noir qui veut dire nous avons un atome de carbone. Donc si je prends l'hydrogène, lui, sera représenté, donc modélisé par une sphère blanche, donc une sphère qui est à l'intérieur qui n'est pas coloriée. Pour l'oxygène, ce sera également une sphère, mais cette fois-ci rouge. Et pour l'azote, une sphère qui sera cette fois-ci bleue. Donc je reprends, l'atome de carbone sera représenté par une sphère noire, l'atome d'hydrogène par une sphère blanche, l'atome d'oxygène par une sphère rouge et l'atome d'azote par une sphère bleue. Alors, on arrive à la deuxième partie du cours, les molécules. Qu'est-ce qu'une molécule? Alors, facile. Une molécule est un assemblage de deux ou plusieurs atomes. Donc, comme tout à l'heure, je vous avais dit, les atomes, il faut imaginer que c'est la brique élémentaire, donc la toute petite brique, la brique de départ du fameux jeu de construction. Donc l'atome, c'est la petite brique, et une molécule, en fait, c'est la combinaison, donc l'assemblage de deux ou plusieurs atomes. Donc en vrai, si on regarde bien, les chimistes, les physiciens, en fait, ce sont des adultes qui ont gardé leur âme d'enfant et qui font mumuse avec des atomes. Donc en fait, ils s'amusent à assembler, désassembler des atomes pour construire des molécules. Alors, attention, je dis ça, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour vous donner l'idée que en fait, c'est à partir d'atomes qu'on va construire des molécules, et non pas l'inverse, attention. Alors si je continue, donc on a vu tout à l'heure comment modéliser les molécules,
Maintenant, on va voir, pardon, les atomes. Donc maintenant, on va voir comment on modélise les molécules. Donc, comment on va faire, à votre avis? On va repartir des modèles des atomes. Et à partir de là, on va pouvoir construire les molécules, tout simplement. Alors, je le rappelle, donc, atome de carbone, c'est une boule noire. Atome d'hydrogène, c'est une boule blanche. Atome d'oxygène, c'est une boule rouge. Atome d'azote, c'est une boule bleue. Donc, à partir de ces 4 boules, on va être en mesure de construire, donc de modéliser les molécules. Alors, pour ce faire, il n'y a pas mieux qu'un exemple, parce que dit comme ça, ça peut paraître compliqué, mais en vrai, c'est très simple. Alors, vous suivez tous, donc comment on va modéliser les molécules? Donc, on va partir d'un exemple, les molécules qui sont présentes dans l'air. Donc, on a vu que l'air a la composition suivante, donc environ 80% de diazote, environ 20% de dioxygène, 0,03% de dioxyde de carbone et d'autres petits gaz. Mais on va s'attarder sur le dioxyde de carbone. Donc grosso modo, c'est les trois plus connus. Alors, je voudrais juste vous faire remarquer sur une chose. Regardez, j'ai dit 80% de diazote. Et il y a le petit préfixe di. Dioxygène, dioxyde de carbone. Alors ce petit préfixe di, il a son importance. Et en fait, le petit préfixe di veut dire que la molécule a 2 atomes. Ça veut dire que cette molécule va être constituée de 2 atomes. Donc si je prends un exemple, le diazote, par exemple pour le diazote, dans la molécule, il y aura 2 atomes d'azote. Et je voudrais même ouvrir une petite parenthèse. Alors souvent, c'est un abus de langage, il faut faire très attention à ça. Maintenant, vous êtes des experts, hein, vous êtes des pros des atomes et des molécules. Donc je voudrais juste ouvrir cette petite parenthèse. On utilise souvent un abus de langage, on dit ouais, dans l'air il y a de l'oxygène. Non, c'est faux. L'oxygène c'est un atome, dans l'air il n'y a pas d'atome, il y a des molécules de dioxygène. Donc il ne faudra plus faire cette erreur là, on dira des molécules de dioxygène. Parce que une molécule est composée de dioxygène, elle va être composée de, vous avez compris, de 2 atomes d'oxygène. Alors, allons-y, on va essayer de construire ensemble les molécules qui composent l'air. Donc si je les reprends, on va commencer par le diazote. Donc di qui veut dire 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diazote va être composé d'une sphère qui va correspondre à un atome d'azote. Mais là on a dit diazote, donc c'est une molécule qui va être composée de 2 atomes d'azote. Donc si je dois représenter une molécule de diazote, ce sera 2 sphères bleues. Pour le dioxygène, donc pour le dioxygène, ce sera également 2 sphères rouges. Puisqu'une sphère rouge représente un oxygène, donc il y a le dioxygène, donc di qui veut dire 2, donc 2 sphères rouges pour dire dioxygène. Alors le dioxyde de carbone, un petit peu plus compliqué celui-là. Alors pas vraiment plus compliqué, on va y aller doucement. Alors dioxyde, donc dioxyde, ça ressemble à quoi? Oxyde, oxygène. Alors dioxyde, ça veut dire qu'il va y avoir 2 atomes d'oxygène, 2 dioxyde de carbone. Carbone, est-ce qu'il y a dicarbone ou tricarbone? Non, il y a marqué dioxyde de carbone. Donc carbone, ça veut dire qu'il va y avoir, dans le dioxyde de carbone, ça veut dire que le dioxyde de carbone va être composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Alors, dans l'agencement de la molécule, ça vous n'êtes pas censé le savoir, vous le prenez tel quel. Donc dioxyde de carbone, on va avoir une boule rouge qui va représenter l'oxygène, la boule noire qui va représenter le carbone, et une boule rouge qui va représenter l'oxygène. Donc si je regarde bien, dioxyde de carbone, j'ai 2 boules rouges pour le dioxygène, et une boule noire pour carbone. Donc voilà, nous avons réussi à modéliser ces 3 molécules qui se trouvent dans l'air qu'on respire, dans notre atmosphère. Donc on a du diazote, du dioxygène
et du dioxyde de carbone. Donc voilà. Alors, j'espère que ce cours vous a plu, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me poser vos questions. Je continue à répondre à tous mes élèves. Donc n'hésitez pas et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel était le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je vais m'organiser pour vous en faire d'autres en espérant que ça va grandement vous aider. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.